Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation formidable. Je suis très heureuse de pouvoir être ici pour fêter avec vous le 10e anniversaire du BICS. Les enfants grandissent vite, on le sait, et du coup, ils se transforment en de ravissantes créatures d'énergie et d'idées. Et c'est bien le cas du BICS à qui je voudrais présenter mes félicitations les plus sincères. Ad multos annos. My speech will be in French, as you can note, but I prepared a PowerPoint in English, so the Anglophones will be able to read, and the Francophones will be able to enjoy the wonderful pictures of Montreal, because I have to answer to my colleague. My vision is from outside. Et je suis une passionnée du Québec, de Montréal, et donc j'aurais peut-être une perspective un peu différente. J'ai connu le Québec d'abord à l'époque du Speak White, mais surtout à l'époque du Speak What. Et à ce moment-là, le Québec était bien à l'avance par rapport aux pays européens. Et donc j'ai gardé un peu cette impression que vous retrouverez aussi dans ma communication. J'ai longtemps réfléchi à ce que je pourrais contribuer à cette fête d'anniversaire et j'ai... Attendez, il ne faut pas que j'oublie. Et j'ai hésité entre deux sujets qui me fascinent. D'une part, Montréal, la métropole du Saint-Laurent. D'autre part, Dany Laferrière, l'un des chantres les plus indéfectibles de cette même ville. Dans ma communication, je relierai donc ces deux pôles en espérant de vous présenter une image engageante d'une des villes les plus passionnantes au monde et d'un des auteurs québécois les plus divertissants. Commençons par un portrait rapide de la ville. Montréal, on le sait, est la deuxième ville francophone du monde, la deuxième agglomération urbaine du Canada, la seule métropolis de la province du Québec. Avec ses 4 millions d'habitants, Montréal est 5 fois plus grand que la capitale du Québec, tout comme Toronto, qui est 5 fois plus grand que la capitale du Canada. Montréal héberge 50% de la population du Québec, mais très probablement la ville ne deviendra jamais la capitale de la province parce que les lieux de mémoire constitutifs de l'identité nationale se trouvent surtout dans la ville de Québec. Ceci dit, Montréal agit à l'échelle mondiale et représente ce que Mélanie Puig a désigné de Diverse City, un phénomène urbain qui s'inscrit dans 3 coordonnées, celle temporelle de la mondialisation, celle spatiale de la Global City et celle thématique de la diversité culturelle. Plus que cela, la Global City, selon Puig, se définit comme Cultural Nodal Point par excellence. Et en effet, le Montréal de nos jours se présente comme un tel neutre réseau des cultures, se démarquant par là de la capitale Québec, qui, vue sous l'angle de la diversité culturelle, est nettement plus conservatrice. Comme le démontre le tableau 2, à une échelle nationale, la présence de l'autre se monte à plus de 20% et ce pourcentage s'avère en parfaite corrélation avec celui d'Ottawa, faisant de la capitale canadienne une ville canadienne typique. Quant à la capitale de la province, par contre, les environ 3% d'allophones, presque ridicules, sont clairement inférieurs à la moyenne de la province, de 13,50%, et ne constituent, par rapport à la cité et à l'île de Montréal, qu'un 11e du pourcentage de celle-ci. Montréal est donc un joueur de première ligue avec Toronto et Vancouver en ce qui concerne la mixité linguistique et culturelle. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce jeu de pourcentage est le taux de minorité visible qui
s'élève à 30% dans l'agglomération montréalaise, selon le census de 2011. Ces quelques chiffres en disent long sur l'extraordinaire diversité culturelle et linguistique de la ville, et c'est cette diversité qui se reflète aussi dans les divers quartiers. Regardons rapidement quelques images. Je suis sûre que vous reconnaîtrez les quartiers. Vous avez d'abord Westmount, anglophone surtout, la Petite Italie en bas, Chinatown, Outremont, le quartier plutôt francophone, et enfin Myland, originairement un quartier juif. Mais la diversité culturelle ne façonne pas seulement le paysage urbain de Montréal, elle marque aussi les domaines de la littérature, du film et de l'art. À partir des années 80, l'impact des flux migratoires provoque un changement de paradigme, de celui d'une identité nationale retrouvée au moment de la Révolution tranquille vers celui nouveau de la pluralité. Les deux solitudes, selon McLennan, se transforment en trois solitudes et cette troisième s'avère infiniment diversifiée. Vous voyez un peu les chiffres ici, je passe là-dessus, mais c'est juste pour vous donner une impression. Quant aux répercussions de cette transformation sociétale sur la vie intellectuelle, on notera entre autres la montée des soi-disant écrivains migrants à Montréal. Ici, vous trouvez toutes les photos. Marco Micone, Dany Laferrière, Gérard Étienne, Émile Olivier, Sergio Coquis, Ying Chen et d'autres. Ces auteurs commencent à s'intéresser à la nouvelle diversité et à ses contradictions, tout en découvrant dans l'altérité et le dépaysement des composantes constitutives de l'existence humaine. Mais Montréal joue aussi un rôle clé dans l'émergence du discours scientifique de la diversité. On commence à réfléchir sur l'hétérolinguisme et la traduction, autre domaine où le Québec fait figure de pionnier. Les universitaires québécois sont parmi les premiers à explorer les notions de l'hybridité, du métissage et de la contamination. On oublie trop facilement aussi que dans les années en question, Montréal attire les représentants des avant-gardes intellectuelles du monde entier. François Lyotard y fait paraître sa condition postmoderne, Édouard Glissant y publie sa poétique du divers. C'est également à Montréal que des revues inter- et transculturelles voient les jours et que la notion de transculturalité est employée pour la première fois dans un sens postmoderne. Selon Pierre Bertrand, transculture signifie bien traverser sa propre culture pour accéder à une autre culture, une culture étrangère, cette culture étrangère effectuant le même parcours en sens inverse. Régine Robin, en fin de compte, une auteure, dessine à Montréal de laboratoire de la postmodernité, laboratoire dans lequel la métamorphose et l'identité polymorphe du sujet s'installent une fois pour toutes comme des figures de pensée. Récapitulons donc cette première partie. Montréal, seule métropolis du Québec, Montréal, Global City, Diversity, où depuis les années 80 explose la diversité culturelle et linguistique, Montréal, ville intellectuelle, où sont nés les mouvements de notre postmodernité, cette ville est aussi l'une des références centrales dans l'œuvre et le parcours d'un écrivain québécois d'origine haïtienne qui vient juste de percer sur le marché allemand et qui s'appelle Dany Laferrière. Je vous le présenterai dans la deuxième partie de ma communication après une remarque de caractère méthodologique. Dans mon analyse de la constitution littéraire de la ville, je me servirai de la terminologie conçue par Andreas Mahler qui distingue entre Stadttext,
texte de la ville et Textstadt, ville-texte, c'est-à-dire la constitution discursive littéraire de la ville par l'écriture. Mahler reconnaît également plusieurs voies de la constitution d'une ville, de la simple référentialité à la constitution sémiotique de l'espace urbain à l'aide d'isotopies. Mais je n'entrerai pas dans les détails. La question qui nous préoccupe ici est plutôt la suivante, qui est Dany Laferrière. La ville de Montréal a été l'objet d'innombrables transpositions littéraires, de Bonheur d'occasion de Gabriel Roy jusqu'aux ville-textes postmodernes créés par Dany Laferrière. Il n'y a aucun doute, dans la topographie laferrienne, Montréal occupe une place privilégiée. Né à Port-au-Prince, Laferrière débarque à Montréal en 1976, réside à Miami depuis 1990 pour retourner vivre à Montréal en 2002. Depuis son élection à l'Académie française en 2013, il fait la navette entre Montréal, Port-au-Prince et Paris, avec plein de destinations hors circuit, un peu partout dans le monde. Cas d'école d'un nomadisme postmoderne, avec ceci de particulier que Montréal reste un des lieux vers lesquels il revient. Mais Montréal est aussi le lieu de l'initiation littéraire de l'auteur et plus que cela, un lieu auquel il reste rivé sur le plan émotionnel. Le narrateur de L'énigme sans retour, un de ses romans qui a été traduit en allemand, explique ainsi son attachement. Je pense tout à coup à Montréal, comme il m'arrive de penser à Port-au-Prince quand je suis à Montréal. On pense à ce qui nous manque. Cette biographie de la diversité, avec Montréal comme étoile fixe, va de pair avec une poétique de la diversité au niveau de l'écriture. Les 4 romans métropolitains de son autobiographie américaine incluent les titres suivants. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Hiroshima. Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Et Chronique de la dérive douce. Laferrière les qualifie de quatuors des couleurs, soulignant ainsi la bigarrure mouvementée et souvent conflictuelle de la métropolis où se rencontrent blanc, noir, jaune et rouge, les couleurs typiques de la Diverse City Montréal. Les scénarios se ressemblent. Montréal est parcouru par un immigrant noir qui veut se faire écrivain, qui écrit un roman ou qui fait un reportage sur l'Amérique du Nord. En ce qui concerne la constitution de la ville dans ces 4 romans, elle se fait soit de manière référentielle, soit à l'aide d'isotopies qui visent l'infrastructure de la métropole. Un exemple de la référentialité serait le passage suivant de « Comment faire l'amour ». On crève cet été, coincé comme on est entre la fontaine de Joanie, un infect restaurant fréquenté par la petite pègre, et un minuscule bar topless au 3666 de la rue Saint-Denis, en face de la rue Cherrier. Celles qui connaissent Montréal voient tout de suite où ça se trouve. C'est très précis. Les isotopies constitutionnelles, par contre, renvoient à des bars, des restaurants, des moyens de transport public comme le métro ou l'avion et aux non-lieux respectifs. Parmi les isotopies de spécification, il faut nommer les parcs, si typiques de Montréal, les librairies du quartier de l'Altin de la ville. Tous ces renvois fonctionnent d'ailleurs selon la loi de la synecdoque et de la syndète. La synecdoque remplace les totalités par des fragments. La syndète les délie en supprimant le conjonctif et le consécutif. En résulte un paysage urbain fait d'îlots isolés qui servent d'arrière-plan à la quête du moi. Le regard du moi ne domine d'ailleurs plus cette ville éclatée,
Ni panorama, ni vue d'en haut, mais fragmentation. Et au niveau des relations interpersonnelles, malgré les aventures sexuelles, une solitude rarement rompue, bien qu'assumée avec humour. Pourtant, malgré ces équivalences entre les 4 romans en question, le Montréal du Quatuor des couleurs porte aussi à chaque fois des traits individuels. Et cela va de même aussi pour un roman postérieur à l'autobiographie américaine qui s'intitule Je suis un écrivain japonais, qui sera analysé par la suite. Je montrerai que l'aspect de la diversity, plus déterminant que jamais, n'empêche pas que Montréal s'y présente aussi comme specificity, selon Pooch, c'est-à-dire comme une métropole qui garde, malgré tout, tous ses propres traits, sa spécificité. J'arrive donc à plus ou moins la troisième partie sur ce roman, et là vous trouvez un peu l'histoire du roman. Cette histoire se résume en peu de mots. Un écrivain montréalais, noir, d'origine haïtienne, confronté aux machinations de l'institution littéraire et de la diplomatie, n'arrive pas à coucher sur le papier son roman « Je suis un écrivain japonais ». Mais rien n'est simple chez Laferrière. Derrière cette histoire se cachent les errances physiques et mentales d'un moi polyfonctionnel impliqué dans plusieurs réseaux. Le moi se promène à Montréal, notamment dans le quartier du Carré Saint-Louis, à la recherche d'une expérience japonaise pour nourrir son nouveau roman. Grand admirateur de Basho, il est partout accompagné par le journal de voyage de cet écrivain japonais du XVIIe siècle. Il fait la connaissance de Midori, jeune star japonaise entourée d'une cour de jeunes filles qui servent de tremplin à l'imagination du narrateur. Sinon, ce ne serait pas Laferrière. Ce réseau lui permet de pénétrer aussi dans le Montréal de la drogue et de l'homoérotisme, et il s'empêtre même dans une affaire criminelle. Il devient en fin de compte la victime de la diplomatie japonaise lorsque Mishima et Tanizaki le prennent en filature afin de découvrir le secret de son livre non écrit. Il s'agit là de scènes d'une hilarité délirante qui révèle combien le Japon se sent intrigué par un auteur noir, oui, noir seulement, qui se déclare écrivain japonais. Comble de l'histoire, l'annonce d'un reportage japonais sur le moi et sa fuite, puisque un touriste japonais, avec un magazine à la main, une caméra en bandoulière, a frappé à sa porte, pendant qu'une longue queue de Japonais attendait placidement dans le couloir. Reste un dernier fil narrateur, celui de l'éditeur qui harcèle l'écrivain présumé en le pressant d'écrire un livre rapide. Sous ces entrefaites, le je n'a plus de choix. Il déclare « Je ne suis plus un écrivain » et le roman envisagé par le je se transforme ainsi en roman rêvé. Ceci dit, retournons à Montréal et à la constitution discursive de la ville. Je suis un écrivain japonais n'est certes pas un roman de la ville, mais simplement un roman qui se déroule dans une métropole et, plus que cela, dans une métropole nord-américaine. Laferrière construit sa ville-texte tout doucement. Ce n'est qu'au chapitre 6 que Montréal est mentionné pour la première fois, et ceci en passant dans une apposition à un lexème de base, le métro. Je lis dans le métro. Je suis en train de suivre les péripéties de Basho à la recherche de la barrière de Shirakawa dans un métro en mouvement à Montréal. Tout bouge, sauf le temps qui reste immobile. C'est à partir de ce moment que la ville réelle se trouve dans le texte.
Une page plus loin, Montréal réapparaît une deuxième fois dans une construction presque identique. Mais ici, la phrase est mise en retrait et en simple ligne, comme s'il s'agissait d'une citation d'un journal intime, par exemple. Dès le début, le Montréal de Laferrière se présente donc sous deux angles, comme ville réelle et comme ville citée, transmise en quelque sorte. Et à la différence des romans antérieurs, cette mise en abîme signale d'entrée qu'il s'agit d'un jeu complexe d'effets de réfraction, Spiegeleffekte, qui remettent en question la notion même du réel. Voici un exemple assez saugrenu qui souligne la relativité de la perception de ce réel. La journaliste japonaise qui passe un coup de téléphone à l'écrivain fait entendre sans hésiter que pour elle, Montréal n'est pas le centre du monde. Elle dit « Vous me parlez d'où, là ?» Elle répond « De Tokyo. On a une antenne à Tokyo. On réalise les portraits à New York, Berlin, Amsterdam ou Milan. Enfin, de plus en plus dans des endroits décentrés, comme Montréal ou Dakar. » Mais le nom de la ville n'est pas la seule référence directe. À partir du 4e chapitre, le narrateur nomme les grands axes longitudinaux et traversaux de Montréal et leurs attributions symboliques et secondaires. Les rues Saint-Denis, Saint-Laurent et Sherbrooke. Il mentionne le fleuve et le pont, synonyme du Saint-Laurent, du pont Jacques-Cartier, le stade qui désigne le stade olympique de Montréal, puis juste à côté, le quartier chinois, mais aussi le musée des Beaux-Arts, le Ritz-Carlton, le café Sarajevo, le restaurant Les Gâteries, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, etc. Ces références situent le roman explicitement dans la ville de Montréal. Là, je me suis efforcée de vous donner toutes ces merveilleuses images de belles villes. Il situe son roman dans un quartier spécifique, celui où se rencontre la diversité culturelle. On connaît bien le rôle qu'a joué la rue Saint-Laurent dans l'histoire des immigrations montréalaises, la clientèle intellectuelle du quartier latin et le quartier chaud, là où les axes longitudinaux croisent la rue Sainte-Catherine. C'est ici que se rencontrent les cultures, que le protagoniste descend dans le Montréal de la transgression. C'est ici que se trouvent les petits cafés, le parc du Carré Saint-Louis, la librairie du Square et même le chez-soi temporaire du protagoniste. Les références sont choisies délibérément, elles sont cohérentes et font naître devant les yeux du lecteur instruit une ville spécifique, la specificity qui s'appelle Montréal. Mais Montréal mobilise aussi d'autres moyens narratifs pour évoquer cette métropole. Le métro, le terminus voyageurs, les marchés, les chaînes de restaurants, les centres commerciaux, tout comme les parcs, les librairies, la ville souterraine. En ce qui concerne ces derniers éléments, il semble parfois difficile de différencier les traits spécifiques de la ville et ceux qui caractérisent toute métropole à l'ère de la mondialisation. Mais aucun doute, par contre, que Laferrière amène le lecteur dans une métropole américaine, voire nord-américaine, car le froid glacial règne dans les tours de verre de centre-ville. Le roman nous amène dans une ville où on commence en avril à se déshabiller et où les parcs sont envahis par des écureuils. Une ville, en fin de compte, qui s'appelle Montréal et qui est évoquée une dernière fois de manière indirecte mais avec maîtrise dans l'ultime chapitre du roman. Je saute cette citation et je saute aussi un sous-chapitre que j'avais prévu et je continue avec la question « Cultural diversity as the topical frame ». Ceci m'amène à mon dernier point.
Comme je viens de le montrer, la ville de Montréal, où se déroule la plus grande partie de l'intrigue, héberge presque 36% d'allophones, donc 36% de ces autres, visibles ou non, en provenance de toutes les cultures du monde. Or, dans son roman « Je suis un écrivain japonais », cette ville de la migration et de l'immigration qui devient le prétexte et le lieu d'une déconstruction radicale du paradigme du national, et ainsi de la question des appartenances nationales et culturelles de l'auteur lui-même. Pour des raisons de temps, je n'aborderai pas ce dernier aspect qui fait que plusieurs pays réclament l'auteur, la Ferrière, comme leur propriété. Mais j'illustrerai brièvement cet autre aspect plus général d'une identité métropolitaine transnationale et transculturelle dont la Ferrière décline les entraves par l'intermédiaire de la japonité. Dans « Je suis un écrivain japonais », l'intrigue prend également comme point de départ, il faudrait ajouter que le roman Hiroshima avait déjà un décor japonais, il y avait plein d'éléments japonais. Donc ce roman, Je suis un écrivain japonais, prend également comme point de départ des clichés sur le Japon qu'il déconstruit par la suite. Ces stéréotypes se concentrent dans deux milieux, celui des jeunes femmes entourant Midori et celui de la diplomatie japonaise. Dans les deux cas, les personnages portent des noms japonais, sont caractérisés par des clichés physiques et comportementaux. Même s'il y a moins de saké et de kimono que dans Hiroshima, il reste l'obsession des yeux, le sourire détaché du visage et la photomanie, tout comme le harakiri, la politesse impénétrable et la culture millénaire et raffinée des Japonais. L'étonnement du lecteur est d'autant plus grand lorsque le diplomate japonais rougit et éclate de colère, tandis que le jeune japonaise se comporte moins en japonaise qu'en jeune femme empêtrée dans les pièges d'une urbanité métropolitaine. Le narrateur se demandera même si ce sont de vraies japonaises, sûres qu'elles se feront remarquer au premier regard à Tokyo. Et même Midori sera démasquée. La première star japonaise se produit avec un orchestre multiculturel et doit se déguiser en japonaise pour présenter la météo à la télévision. Mais ce n'est pas tout. Le démantèlement de l'identité nationale et individuelle va de pair avec un grotesque démasquage de toutes les catégories identitaires envisageables. Mishima est-il un personnage historique ou contemporain? Haruki est-il un homme, une femme ou un « oui, mais je suis ma mère, pas mon père, je veux dire, je suis une femme, je ne suis pas un homme ». Donc il mélange toutes les possibilités de la perception de soi dans un même mot, et ainsi de suite. Même boutade dans les exemples suivants, la japonaise Midori tient sa cour au café Sarajevo. Le moi confond chinois, japonais et coréen, et les Américains ignorent qu'ils sont déjà des Japonais. À l'inverse, les personnages ne connaissent pas leur propre culture. Les Danois en veulent à Anderson et le concierge grec n'a jamais entendu parler de Platon. Dany Laferrière laisse libre cours à son imagination et son message est clair. Insister sur des stéréotypes nationaux ou identitaires, que ce soit à un niveau collectif ou individuel, est une auto-illusion ou le signe infaillible d'un manque d'intelligence. Dany Laferrière est connu et reconnu pour son refus de toute récupération par la cause de la nation ou de la race. Aux étiquettes d'écrivains noirs, haïtiens, québécois ou francophones, il préfère celles d'écrivains tout court. Mais jamais auparavant sa prise de position dans cette question n'a été si tranchante, si radicale et si grotesque.
Le Japon et cette autre métropole qui s'appelle Tokyo réagissent à l'étranger de Montréal qui s'arroge le droit de la proximité comme on réagit à l'étranger, à l'autre, partout dans le monde globalisé, avec méfiance et exclusion, mais aussi avec ambivalence et curiosité. La droite japonaise s'agite, les éditeurs protestent contre l'invasion du terrain par un écrivain noir de Montréal et à la télé on apprend que le mot japonais appartient à l'État japonais qui ne l'accorde qu'à ses citoyens légitimes. On pourrait multiplier les exemples. Je suis un écrivain japonais est une parabole drôle et savante sur la transnationalité et plus encore sur la littérature, sur la transnationalité de la littérature. J'arrive à ma conclusion. Si la fluidité culturelle de la diversity constitue le pôle opposé du nationalisme culturel, on constatera aisément qu'aucune autre Textstadt, aucune autre ville-texte de la Ferrière réussit autant à sensibiliser le lecteur à cette problématique et à en montrer l'absurdité, comme le fait le roman « Je suis un écrivain japonais ». Dans ce processus, l'adjectif japonais se neutralise presque comme est neutralisé à sa manière l'adjectif anglais dans La cantatrice chauve de Ionesco. Et si message il y a, ce message est le suivant. On est d'un endroit, après, on choisit son lieu originel. Selon La Ferrière, on choisit donc son lieu originel et en 2010, rétrospectivement, l'auteur commente ainsi son deuxième retour à Montréal. La boucle est bouclée, ce qui démontre que Montréal est une vraie ville. Elle accueille des gens qui n'y sont pas nés, qui la quittent, puis y reviennent, comme on revient chez soi. Ce qui intéresse La Ferrière n'est donc pas la condition stable de l'habitant, et ce n'est pas un sentiment de patrie quelconque, mais la condition fluide de l'individu postmoderne. La métropolis n'offre pas à ce moi une fois pour toutes, mais quelque chose de temporaire qui peut ressembler de temps en temps ou chaque fois à nouveau à un chez-soi. Cette condition métropolitaine postmoderne se reflète dans notre roman dans l'identité poreuse d'un protagoniste polyfonctionnel qui remet en question toute attribution nationale ou culturelle. Et pourtant, la ville de Montréal joue un rôle important dans ce roman. Deuxième agglomération urbaine du Canada, avec près de 36% d'allophones. Montréal livre le prétexte pour dévoiler les bizarreries d'attribution nationale et culturelle à l'ère du transnational. Le texte est recouvert d'une multitude de références concrètes et d'isotopies qui attirent l'attention sur le Montréal réel, où se rencontrent les différentes cultures, le représentant du Montréal intellectuel et de la transgression. Dans Je suis un écrivain japonais, comme dans la vie réelle, Montréal représente donc un de ces cultural nodal points qui, selon Pooch, caractérise la diversity à l'ère de la globalisation. La Ferrière l'évoque avec humour et ironie. Ce n'est donc pas par hasard que la 4e de couverture décrit le livre comme diaboliquement intelligent, délicieusement sensuel et irrésistiblement humoristique. Merci.